Bon, nous sommes coincés à l'intérieur en période de confinement. Et je me disais, pour ceux qui s'ennuient, pourquoi ne pas profiter de tout ce temps à l'intérieur pour apprendre à programmer? Programmer, c'est quelque chose qu'on associe généralement à des robots, comme par exemple ceci, un petit jouet, ou ce robot qui peut d'ailleurs participer à des combats de robots. Mais la programmation, ça n'est pas que pour les robots, ça peut avoir, disons, des applications plus générales, plus courantes, plus pratiques, plus utiles aussi. Au final, la programmation, ça consiste à faire ce qu'on veut à un ordinateur. Et des ordinateurs, il y en a partout. Il y a les ordinateurs qu'on utilise tous les jours pour aller sur Internet, par exemple. Les sites web ont dû être programmés, les programmes ont dû être programmés. Mais il y a aussi les ordinateurs qui sont cachés dans les systèmes médicaux, qui prennent des scanners, détectent les fractures, détectent le cancer, par exemple. Il y a tous les ordinateurs cachés dans les voitures, qui permettent aux voitures de fonctionner de manière sûre et écologique. Il y a les ordinateurs qui sont mis sur les toits, dans les antennes GSM, et qui permettent d'acheminer des informations à travers le monde au final. Il y a tous les ordinateurs cachés qui font fonctionner Internet. Et quand je dis cachés, c'est parce qu'ils sont juste dans des gros data centers, des espèces de gros hangars qui sont généralement un peu à l'extérieur des villes et qui sont maintenus au frais pour que tous ces ordinateurs fonctionnent bien. Et finalement, un GSM, c'est aussi un ordinateur. Et dans un micro-ondes, le petit machin qui permet de choisir pendant combien de temps le micro-ondes va fonctionner est aussi un ordinateur. Et une calculette est aussi un ordinateur. En fait, n'importe quoi d'électronique qui peut, disons, accomplir une tâche plus avancée que juste faire clignoter quelque chose, cache généralement un ordinateur, qu'il soit très gros ou très petit. Et la programmation permet, disons, de plier tous ces ordinateurs à nos désirs. Ça veut aussi dire qu'apprendre à programmer, c'est potentiellement utile pour tout le monde. Parce que même ceux qui ne sont pas intéressés de faire toute une carrière, par exemple dans la conception de sites web ou dans la programmation d'objets médicaux, euh, peuvent, en sachant programmer, automatiser un bon nombre de parts de leur vie. Par exemple, quand il y a des devoirs ou des feuilles Excel qu'il faut remplir, soit on le fait à la main, soit on programme l'ordinateur pour qu'il le fasse pour nous. Et donc, programmer consiste à donner à un ordinateur une séquence d'instructions qu'on veut qu'il exécute. Et un exemple de séquence d'instructions qui peuvent être exécutées est ce que j'ai ici sur une feuille de papier. La première instruction que je veux exécuter moi-même est prendre la cruche. Donc il y a une cruche, donc je la prends. Puis prendre le verre rose. Donc je prends le verre rose. Puis verser de l'eau jusqu'à ce que le verre rose soit rempli. Donc ici, on fait l'hypothèse que je sais comment verser de l'eau. Donc je verse de l'eau jusqu'à ce que le verre rose soit rempli. Ensuite, poser le verre à droite. Donc je vais le mettre ici. Et poser la cruche à droite aussi. Donc je vais la mettre ici. Et voilà, donc c'était un programme tout simple qui fait que maintenant il y a de l'eau dans le verre. Et c'est pour montrer le principe de ce qu'on va faire. Le programme que j'ai exécuté ici était donné en français sur une feuille que j'ai lue, mais malheureusement les ordinateurs ne parlent pas français. Et grosso modo, l'essentiel d'apprendre à programmer, c'est en fait d'apprendre à parler la langue, ou plutôt une des langues parlées par un ordinateur. Et il se trouve que faire en sorte qu'un ordinateur soit programmable est quelque chose sur lequel plusieurs chercheurs ont travaillé depuis très très longtemps en fait. Un des premiers langages de programmation, donc une langue qui permet de programmer un ordinateur, est le Fortran, qui a été conçu au début des années 50 par un monsieur qui s'appelle John Backus, et probablement d'autres personnes autour de lui aussi, chez IBM. Le Fortran, donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça Fortran? C'est parce qu'en anglais c'est Formula Translator, en fait a été conçu pour facilement transformer des expressions mathématiques en quelque chose qu'un ordinateur peut exécuter, sachant qu'au début des années 50, c'était le début de la recherche spatiale et qu'il fallait calculer tout un tas de trajectoires de fusées et de combustion de carburant et de choses comme ça, et qu'avant les années 50, ça se faisait à la main, et c'était très embêtant à faire. Et donc le Fortran, grosso modo, se focalise sur les maths. Un tout petit peu après le Fortran, donc à la fin des années 50, et surtout en parallèle du Fortran, une dame, Grace Hopper, a plutôt pris l'approche, pas mathématique, mais quelque chose utile dans le monde du business.
Et elle a finalement produit un langage qui s'appelle COBOL et qui est beaucoup plus pour manipuler des données. Donc autant le Fortran, c'est beaucoup des opérations mathématiques, c'est manipuler des nombres, les multiplier entre eux, des choses comme ça. Autant le COBOL, c'est beaucoup plus prendre le nom d'un client, le mettre sur la facture, prendre les produits, les mettre sur la facture, imprimer la facture, éventuellement scanner quelque chose. Et d'ailleurs, il paraît que le COBOL est encore énormément utilisé dans les banques, pas pour la partie financière, mais pour la partie genre gestion des clients, dans les assurances par exemple, et dans les grandes entreprises. Alors, après le Fortran et le COBOL, il y a eu plein d'autres langages qui ont été développés parce que, fut un temps, c'est encore d'ailleurs un peu le cas, n'importe qui aime bien programmer un ordinateur a envie d'inventer son propre langage de programmation qui fait exactement ce qu'il veut. Et donc, par exemple, dans ces vidéos ici que vous êtes en train de regarder, nous allons utiliser un langage de programmation qui s'appelle Python, qui a quand même une trentaine d'années, hein, donc c'est un langage qui a une certaine histoire derrière lui, qui est encore toujours activement amélioré d'année en année. Donc, grosso modo, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Python qui sort, le langage de programmation est capable de faire plus de choses et il devient de plus en plus facile de programmer avec le Python. C'est aussi un langage de programmation qui permet de tout faire. Donc, il permet de faire aussi bien des maths style Fortran que manipuler des données style COBOL, faire des interfaces graphiques, faire des sites web. On sait tout faire avec du Python et donc c'est pour ça que disons que c'est un des langages de programmation les plus connus et les plus utilisés de nos jours. Et donc, tout en bas de ce site, il y a une espèce de petite zone dans laquelle il y a moyen de taper du code. Et dès ici, cette première vidéo, nous allons utiliser cette petite zone pour découvrir les bases de Python. Le plus facile, disons, à faire en Python, c'est les opérations mathématiques. Donc, c'est un langage qui est un petit peu plus côté Fortran que côté COBOL. Ne vous inquiétez pas, dans quelques vidéos, on fera des choses qui ne sont pas que mathématiques. Donc, voilà. Les ordinateurs sont très bons pour les maths. Beaucoup de développeurs aiment les maths et donc les langages de programmation sont fort orientés maths. Mais ce n'est pas que ça qu'on sait faire et avec Python, dès la séance 3 ou 4, on va faire bouger des choses à l'écran et ce sera beaucoup plus amusant. Donc si vous regardez cette zone, c'est une zone dans laquelle on peut taper une expression mathématique, cliquer sur exécuter et voir le résultat. Donc vous voyez que ici je change les nombres et qu'à chaque fois que je les change et que je clique sur exécuter, le résultat est mis. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de caractère fois sur un clavier et donc on utilise l'étoile pour représenter le fois. On peut mettre des espaces entre les nombres et les opérateurs, donc ça c'est pas un problème, autant d'espace que vous voulez. Et on peut même utiliser les parenthèses. Donc ça veut dire qu'on peut avoir autant d'opérations qu'on veut, utiliser les parenthèses exactement comme on écrirait en fait des formules quand on a un devoir de maths ou quand on doit écrire une formule sur une feuille de papier. Voilà, donc on voit par exemple que quand on divise un petit nombre entier par un grand nombre entier, ça produit ce qu'on appelle un nombre flottant ou un nombre à virgule, donc c'est plus facile à retenir comme ça. Et donc Python est capable de faire toutes les opérations mathématiques qu'on veut, y compris avec des nombres à virgule, et c'est très pratique. Et donc voilà, alors je vous invite à expérimenter un petit peu avec ces opérations, hein, essayez juste de refaire ce qu'il y avait dans la vidéo, 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Ce qui est bien, c'est que tout ça est exécuté par un ordinateur, d'ailleurs votre ordinateur exécute ce code, et donc c'est un ordinateur qui calcule, c'est-à-dire qu'il peut faire ça très vite, et il peut faire ça avec des grands nombres sans que ça pose problème, donc allez-y, utilisez des milliers, 1000 fois 1000 et des choses comme ça. Et donc, comme tout premier mini-devoir de 30 secondes que je vous propose, c'est essayer de produire le nombre 8. Donc, trouver un code, une ligne, une expression mathématique qui permettra au résultat d'être 8.